Société avec Nick Payne. Oui, bonjour, très heureux d'être à ce microphone et de vous savoir avec nous pour une autre édition de Société. Aujourd'hui, au menu, nous allons prendre des nouvelles d'Europe, voir ce qui se passe là-bas. Il y a beaucoup d'actualités sociales et politiques en France notamment, mais on pense aussi, bien sûr, au Brexit et aux événements de la Catalogne et de l'Espagne. Nous allons également entendre deux témoignages fort intéressants. Francis Boucher nous parle du transfert, du passage du statut de salarié à travailleur autonome avec toutes les angoisses et les défis et éventuellement, on l'espère, les rétributions ou les récompenses que ça représente. Et puis, Frédéric Lapointe viendra nous parler d'un périple assez fascinant dans les pays d'Europe, de l'ancien bloc soviétique, en fait, les pays donc de l'Est, évidemment. Alors voilà, tout ça au menu de l'émission. Mais d'abord, tout de suite, donc, allons rejoindre notre ami de Putsch Média à Paris, Nicolas Vidal, qui va nous raconter que tout va mal, sans doute, en France, n'est-ce pas, Nicolas Vidal? Bonjour. Bonjour Nick Payne, bonjour. Je vous taquine toujours un peu. Nous aimons tellement entendre les Français nous expliquer que ça va mal chez eux, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, au minimum en tout cas, beaucoup d'actions chez vous. J'ai envie de commencer, avant qu'on fasse un petit quelques secondes sur le Brexit, parce qu'il n'y a pas beaucoup de nouveaux de ce côté-là. Mais d'abord, en France, dites-moi, Nicolas Vidal, pourquoi est-on actuellement dans un débat sur le voile? Je parle bien sûr du voile que portent certaines femmes musulmanes. C'est dans l'actualité presque quotidienne. Que s'est-il passé? Comment se fait-il qu'on est de retour sur ce débat-là? Je vais essayer d'être factuel. Effectivement, le 11 octobre dernier, Julien Audoul du Rassemblement national demande à la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté de faire enlever le voile d'une accompagnatrice scolaire qui était présente dans l'hémicycle. Donc la séquence, je vais la re-regarder avant de vous avoir à l'antenne, a fait pratiquement plus de 4 millions de vues et a déclenché une polémique. Mais soyons clairs, vous l'avez dit, Nick, cette polémique, elle dure elle couve depuis plus de 30 ans, suite à l'affaire de Creil, des collégiennes musulmanes qui avaient refusé en 89 d'enlever leur voile, et ça avait vraiment commencé la polémique était née de ce côté-là. En fait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le débat autour de la laïcité qui revient au cœur de la France, et bien entendu, ça pose beaucoup de problèmes parce que depuis la loi de 2004, les élèves de l'enseignement public ne peuvent pas porter le voile ou d'autres signes religieux ostentatoires. Donc ça, ce n'est pas encore légiféré, ou du moins, c'est pas très clair pour la gestion des sorties scolaires. Alors, parce que cette dame était une accompagnatrice d'élèves en sortie scolaire, et selon ce que je comprends, moi, c'est que dans les faits, cet élu, ce représentant du Rassemblement national, qui est pour nos auditeurs le Front national rebaptisé, est un peu allé au-delà de la loi, puisqu'en fait, il n'y a rien qui interdit comme ça à une accompagnatrice scolaire dans le contexte qui était le leur à ce moment-là de porter son signe religieux, en l'occurrence le voile. Vous avez entièrement raison, il n'y avait rien d'illégal là-dessus. C'est d'ailleurs tout le débat aujourd'hui qui se trame en France et qui s'évoque en France avec une fracture aussi de la société. Il faut savoir aussi que même au sein de la majorité parlementaire, il y a une fracture. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, et dit que ce n'est pas illégal, mais ce n'est pas bienvenu. Sibeth Ndiaye, porte-parole également, elle, du gouvernement, estime que c'est valable. Donc voyez-vous, il y a une vraie fracture même au sein même de la majorité, et c'est assez explosif comme sujet, parce que c'est vraiment explosif au niveau de la gestion des sorties scolaires. Parce que finalement, le Conseil d'État en 2013 avait dit que c'était légal, mais il ne fallait pas que les mamans qui accompagnaient les enfants avec le voile, notamment, ne fassent pas de prosélytisme. Donc vous voyez, c'est vraiment ici en France considéré comme une zone grise, et les plateaux de télé depuis cette affaire s'écharpent autour de ça. Vous avez d'un côté ceux qui sont considérés comme les islamo-gauchistes, ceux qui feraient le jeu finalement de l'islam radical,
et de l'autre côté, les islamophobes, ceux qui seraient opposés à toute forme de religion musulmane sur le sol français. Donc c'est un vrai débat en ce moment qui porte beaucoup de questions et c'est très très important et on suit ça de très près ici en France. Est-ce que le président Macron a pris position là-dessus? Comment gère-t-il cette crise? Je présume qu'il a eu à répondre à des questions à ce sujet. Alors, le président Macron, il avait effectivement fait un discours suite à l'attentat, parlons d'attentat à la préfecture de police de Paris, il y a une dizaine de jours, quand ce membre, effectivement, de la préfecture de police avait tué 4 personnes. Et donc, Emmanuel Macron avait sorti, bien entendu, toujours l'arsenal de pas d'amalgame, bien entendu, entre le terrorisme, les musulmans et l'islam radical. Alors, on parle d'un membre de la préfecture de police et du service, d'un service assez... Du renseignement, voilà, qui lui-même s'est radicalisé et dans ce cas-là, le scandale, si on veut, est arrivé par le fait que semblerait que ses collègues aient décelé chez lui des signes de radicalisation, mais qu'ils auraient hésité à les rapporter à qui de droit. À la hiérarchie, c'est un fait extrêmement grave parce que là, on est vraiment dans le corps de l'État, dans le corps du renseignement. Des gens qui sont censés justement suivre les radicalisations pour essayer de parer aux éventuels attentats. Donc pour revenir à votre question, on dit qu'Emmanuel Macron avait effectivement demandé aux Français la plus grande vigilance tout en ne faisant pas l'amalgame entre musulmans et islam radical. Donc, mais je ne crois pas qu'aujourd'hui il se soit beaucoup exprimé à ce sujet, Emmanuel Macron, de cette affaire du voile, mais c'est compliqué parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'il soit très clair là-dessus, il va falloir qu'il choisisse Emmanuel Macron, il va falloir qu'il ait une voix très claire à ce sujet. Mais vous savez, je le répète, vraiment ici, la question est explosive. Voilà, parce qu'on est rapidement d'un côté ou on est rapidement de l'autre, mais ça pose des grandes questions pour la France et la place aujourd'hui de l'islam en France. Alors voilà pour ce sujet. Vous voulez nous parler aussi, toujours sur la France, d'affrontements avec les pompiers, les policiers. Expliquez-nous. Alors oui, effectivement, ça c'est extrêmement intéressant, Nick, parce que le 15 octobre dernier, il y a eu une manifestation des pompiers à Paris. Ils étaient, selon les chiffres des pompiers, pratiquement 10 000, et c'est vrai qu'ils étaient quand même très nombreux. Et ce qui s'est passé, donc les pompiers sont venus manifester pour des manques de moyens, des manques d'effectifs, également des agressions dont ils subissent quotidiennement les ravages dans les cités, ce qu'on appelle ici, avec beaucoup d'euphémismes, les cités sensibles, et également pour les revalorisations de la prime du feu, aujourd'hui qui correspond à 19% de leur salaire de base et qu'ils voudraient voir porter à 28%. Et qu'est-ce qui s'est passé à Paris ce 15 octobre? Eh bien, il y a eu des affrontements entre CRS, forces de l'ordre, garde républicaine et les pompiers. C'est des images, je vous le dis tout de go, elles sont effrayantes et en fait, elles sont symptomatiques d'un pays qui se fracture au fil des jours. Vous savez, c'est un peu le syndrome de la brioche. On commence à couper dedans et puis après, elle s'effiloche. Et aujourd'hui, c'est très, très compliqué. Ces images-là, je veux le dire beaucoup, en fait, en France. C'est-à-dire que c'est deux corps d'État. Donc, d'un côté, la sécurité civile et de l'autre côté, le maintien de l'ordre, des forces de l'ordre. Il y a eu vraiment des affrontements. D'ailleurs, un pompier a perdu un œil suite à l'explosion d'une grenade de désencerclement, ce qu'on appelle la GLSI 4, qui avait beaucoup fait polémique aussi, qui fait de leur polémique au niveau des Gilets jaunes sur les manifestations. Et c'est extrêmement grave pour moi, à mon sens, ces images, parce qu'elles sont terrifiantes. Et ce qui est intéressant aussi, on en parle de plus en plus en France, c'est-à-dire que suite à ces affrontements entre pompiers et CRS, et je peux vous assurer que de voir des pompiers gazés au lacrymogène et au canon à eau, c'est quand même assez saisissant pour nous journalistes. On a vu des vidéos extrêmement graves. Il y a deux choses. La première chose, c'est que les pompiers, sur plusieurs vidéos que nous avons vues, nous, en live, et des témoignages que nous avons reçus, c'est que les pompiers, une certaine catégorie des pompiers, est passée outre les syndicats. Ça ne vous rappelle rien, ça vous rappelle aussi les Gilets jaunes qui étaient passés outre les syndicats sur les manifestations. Donc ça veut dire que les pompiers sont en train, pour certains syndicats, se radicaliser, dans le sens où ils sont de moins en moins enclins à suivre les syndicats sur les mouvements, et ça c'est extrêmement important. Et deuxième chose aussi, et vous allez voir où je vais en venir dans la convergence des luttes, c'est-à-dire que le lendemain, donc le mercredi 16 octobre, et après le jeudi et le vendredi, des Gilets jaunes sont allés porter leur soutien sur tout le territoire devant la caserne des pompiers qui leur était le plus proche. Et certains syndicats pompiers ont vu d'un très mauvais œil effectivement des
des scènes de fraternisation entre les deux. Donc ça, c'est extrêmement important parce que vous savez qu'en France, les pompiers sont vraiment adulés par une grande partie de la population. Et ces images-là, aujourd'hui, quand on voit cette violence, finalement, certains se disent la violence policière ou les violences dans les manifestations n'étaient pas dues qu'aux gilets jaunes, mais on se voit que quand les pompiers vont à Paris qui manifestent, ils sont aussi gazés et chassés au canon en haut. Alors, donc, vous nous dites au fond que ce qu'il y a de commun avec le phénomène des gilets jaunes, c'est cette volonté de se manifester, de protester, d'agir en dehors des cadres et des mécanismes institutionnels habituels. Est-ce qu'il y a une perte de confiance, même dans les syndicats éventuellement? Exactement. Nous, on a vu des scènes incroyables où, à la fin de la manifestation, vous savez, on appelle ça la dispersion, c'est-à-dire la manifestation prend fin, et des syndicats, certains syndicalistes ont fait un discours de clôture, et ils ont été débordés par les pompiers qui ont enfoncé un cordon de CRS pour aller envahir le périphérique parisien à 1h, à 18h. Et on a vu les syndicats complètement dépassés par la situation et les pompiers n'écoutaient absolument plus le syndicaliste qui tentait malheureusement de ramener ça et là les uns et les autres. Donc ça, c'est extrêmement important. Et je vais vous donner une petite saveur, cher Nick, qui vient d'apparaître. Notre cher président Emmanuel Macron, aujourd'hui, est allé à Mayotte. Et vous savez ce qu'ils ont fait, les pompiers de Mayotte? Ils se sont mis en droit de retrait et ils n'ont pas assuré la sécurisation de l'atterrissage de l'avion présidentiel sur la piste à Mayotte. C'est extrêmement important, c'est pratiquement unique. Je sais pas, aujourd'hui on n'a pas trop parlé, mais c'est une information qui vient de tomber il y a peu de temps. Donc vous voyez que même à Mayotte, aujourd'hui, les pompiers, et c'est suite justement à ces violences, voilà, je le précise, c'est suite à ces violences, les pompiers se sont mis en droit de retrait et ils ont argué que la piste d'atterrissage était trop courte et que si jamais c'était aux policiers peut-être de pouvoir évacuer la piste à coups de lacrymogène pour y faire partir les oiseaux présents dessus. Donc vous voyez un peu l'ambiance, même sur une note humoristique, vous voyez un peu l'ambiance aujourd'hui entre les pompiers et le gouvernement, parce qu'il y a aussi la réforme des retraites. Vous comprenez bien qu'aujourd'hui la réforme des retraites est tout aussi explosive que l'histoire du voile. En effet, voilà. Ça c'est un dossier de fond dont on va reparler sans doute. Voilà pour la France. Dites-moi, Nicolas Vidal, parlant d'affrontements et de violence, la Catalogne. Donc, récapitulons, les cours de justice espagnols ont condamné les leaders indépendantistes catalans pour sédition et autres trucs du genre là, à plusieurs années de prison, 10 ans, 12 ans, 13 ans de prison. Pour faire le parallèle pour nos auditeurs, là, c'est exactement comme si au Québec, on avait emprisonné Jacques Parizeau et Lucien Bouchard et d'autres aussi, des leaders également de la société civile, des organisations citoyennes et ainsi de suite en faveur là, de l'indépendance. Enfin, bref, suite à ces condamnations, les indépendantistes catalans, c'est-à-dire de nombreux Catalans, sont dans la rue à l'occasion de manifestations parfois énormes, mais beaucoup de violence aussi à remarquer là-bas, n'est-ce pas? Bien entendu, il y a eu effectivement ensuite, spontanément, après les condamnations, pas mal de Catalans se sont rejoints effectivement devant le tribunal et ça a commencé, ça a été très massif dès le début et puis ça a duré, ça a perduré, c'est-à-dire que tous les soirs en fin d'après-midi, vous avez pratiquement, il y a eu samedi soir et vendredi, plus d'1 demi-million de personnes dans les rues de Barcelone, qui venaient aussi de toutes les 5 régions autour et qui ont carrément envahi l'autoroute. J'invite les auditrices et auditeurs à aller voir les vidéos, les photos. C'est absolument gigantesque. C'est-à-dire que les gens ont voulu absolument montrer leur mécontentement sur ces peines de prison extrêmement dures. On parle de 7 et 9 ans, aussi 9 et 15 ans. C'est absolument incroyable. C'est depuis effectivement la volonté de séparation de 2017 et les Catalans se sont regroupés, massés effectivement dans Barcelone depuis plusieurs nuits. Hier soir les violences apparemment ont un peu baissé, il y a eu beaucoup de blessés et c'est assez violent aujourd'hui parce que bien entendu quand vous avez des manifestations telles, vous avez toujours aussi des groupes radicalisés d'extrême gauche ou autre qui viennent semer le trouble. Donc ça a donné lieu à des affrontements. Le gouvernement aujourd'hui, Madrid, est extrêmement embêté parce qu'il faut arriver à amener une réponse proportionnée, mais le problème c'est que le mouvement dure. Donc comment réagir? Est-ce qu'on laisse un peu la porte ouverte à une indépendance qui m'étonnerait bien entendu, mais c'est très difficile pour le gouvernement de Madrid de pouvoir se mettre au diapason et savoir comment réagir parce que les manifestations sont telles
qu'il est difficile aujourd'hui de maintenir l'ordre dans les rues de Barcelone. Et je le dis, les violences aussi sont souvent à l'origine de groupes radicaux qui sont venus aujourd'hui en découdre avec des techniques de guérilla bien pensées, bien faites et bien proportionnées. Mais les manifestations sont quand même monstres à Barcelone pour se soulever contre ces condamnations. Justement, et par ailleurs, plus la répression est vive, plus le sentiment indépendantiste prend de l'ampleur. C'est ce qu'on comprend en observant la situation. Alors, la position de Madrid est la même depuis longtemps dans ce dossier-là. Il s'agit d'adopter une position, appelons-la légaliste ou légitimiste, c'est-à-dire dire que voici, dans la Constitution espagnole, il n'y a pas de droit à la sécession prévu, ni de droit à faire un référendum sur l'indépendance, par exemple. Par conséquent, ce que vous faites est illégal. Nous allons vous mettre en prison. Vu du Québec, ça paraît tout à fait stupéfiant, puisqu'ici, ça ne semble pas poser problème au régime canadien que les Québécois fassent la même chose. Est-ce que, à partir du moment où on adopte cette position-là, on peut résoudre cette crise? Est-ce que Madrid pourrait dire nous levons les peines, nous allégeons? Comment? Et y a-t-il une porte de sortie possible où ce ne sera que finalement la répression et la montée du sentiment indépendantiste en Catalogne? Moi, je pense que c'est très compliqué pour le gouvernement de répondre à ça, une nouvelle fois parce que c'est vu de l'ampleur, parce que quand vous avez une ampleur telle, il est compliqué de ne pas mettre ce qu'on appelle en France de l'huile sur le feu. Et puis je crois aussi, c'est une analyse personnelle que j'ai, je vais vous la confier bien volontiers, mais je crois qu'aussi il serait mal vu au niveau de l'Union européenne, peut-être que l'Espagne commence à accorder des prébendes, enfin pas des prébendes, mais au moins de peut-être reculer sur certains postulats sur la Catalogne. Et je crois aussi que l'Union européenne, dans cette volonté de déraciner les peuples, on arrive finalement à la Catalogne, même si le courant indépendantiste a toujours été très fort, c'est pas l'Union européenne qui a fait que la Catalogne pouvait être indépendante, mais je crois qu'aussi cette politique déconnectée fait qu'aussi les indépendantistes, certaines franges des indépendantistes peuvent peut-être se radicaliser dans la volonté de s'extraire de l'Espagne, et je crois que ça c'est peut-être une idée à creuser de ce côté-là, mais ça c'est une analyse personnelle que j'ai sous le prisme de l'Union européenne. Mais une nouvelle fois, pour répondre à votre question de façon très claire, je crois que le gouvernement espagnol doit être très embêté à cette heure de savoir comment réagir et de ne pas mettre l'huile sur le feu, parce qu'on voit des gens qui sont extrêmement déterminés, et c'est un peu comme une cocotte, vous voyez, la cocotte bout, et le jour où il y a un souci, elle explose. Et là, je crois qu'on est en ce moment vraiment dans là-dessus. D'ailleurs, on notera que c'est la garde civile qui a pris le relais à Barcelone, et que les Mossos se sont retirés, la police catalane s'est retirée en partie. Donc vous voyez que même sur le dispositif sécurité, on voit quand même qu'il y a un vrai souci de la Catalogne vs l'Espagne, le gouvernement de Madrid. Alors, diriez-vous qu'au-delà des dirigeants européens eux-mêmes, disons que les pays d'Europe sont frileux sur la question de la Catalogne aussi parce qu'ils ont en leur sein, chacun de leur côté, des mouvements séparatistes ou indépendantistes à divers degrés. Enfin, certains d'entre eux, je pense aux Français qui voient probablement la Corse un peu dans la Catalogne. Est-ce que ça procède, ça, du fait qu'on est très, très peu vocal sur cette question-là, sinon pour, à toute fin pratique, appuyer Madrid? Oui, effectivement, il y a toujours l'idée du désagrégat, c'est-à-dire la désagrégation de certaines régions avec une forte identité. Vous l'avez dit, Nick, il y a la Corse, il y a aussi la Bretagne aussi, il y a le Pays Basque côté français, côté espagnol. Donc tout ça correspond effectivement à cette volonté peut-être de ne pas prendre trop de position là-dessus. Parce que la révolte couve en Europe, vous l'avez dit, et c'est en France, en Espagne, même si ça a des origines bien différentes, mais finalement on se rend compte que plusieurs parties de l'Europe aujourd'hui sont en train de bouger sérieusement et que je ne pense pas que les élites européennes voient ça d'un très bon œil et attendent de voir ce qui va se passer dans les prochaines heures, les prochains jours. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas Vidal. C'est tout le temps que nous avions. On vous souhaite une belle soirée à Paris. Suivez ça de très près pour nous. On vous reparle très bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci, Nick. Au plaisir. Salut.